Je m'appelle Anna, et je n'aurais jamais cru qu'une nuit puisse changer ma vie à jamais. Je suis graphiste, j'ai 28 ans et je vis dans un petit appartement en ville. J'essaie de concilier travail, amis et le chaos de la vie. Mon demi-frère, Gus, est entré dans ma vie quand j'avais 15 ans, après le mariage de ma mère avec son père. Il avait alors 18 ans. Il était grand, réservé et toujours un peu mystérieux. Nous n'étions pas proches quand j'étais petite. Gus était du genre à rester dans son coin, toujours à bricoler des voitures ou à disparaître pendant des heures sur sa moto. Mais il faisait partie de la famille et je lui faisais confiance, même si nous ne parlions pas beaucoup. Cette confiance, cependant, a été mise à rude épreuve d'une manière que je n'aurais jamais imaginée après une soirée de travail endiablée un vendredi soir de juin 2025. Tout a commencé au bureau. Mon équipe chez Bright Design venait de terminer un projet colossal pour un gros client, une campagne publicitaire sophistiquée pour une nouvelle ligne de vêtements. On travaillait tard depuis des semaines, et quand le client a apprécié notre travail, ma patronne, Sarah, a organisé une fête. Le bureau s'est transformé en piste de danse avec de la musique à fond, des boissons à flot et des rires omniprésents. Je ne suis pas une grande buveuse, peut-être un verre de vin de temps en temps, mais ce soir-là, je me suis lâchée. Ma collègue, Lisa, n'arrêtait pas de me servir des cocktails en disant « Anna, tu le mérites. Vis un peu. » Les boissons étaient sucrées, fruitées et passaient trop vite. En un rien de temps, j'avais la tête qui tournait, les jambes qui tremblaient et je riais de tout. À minuit, la fête du bureau se transformait en un brouillard de bouteilles de vin, de ballons fanés et d'adieux maladroits. La musique avait ralenti. Les gens rassemblaient leurs affaires et des rires résonnaient faiblement dans le couloir. Mais moi, j'étais dans un état lamentable. Une véritable catastrophe enveloppée dans un chemisier froissé et un rouge à lèvres qui coulait. Mon chemisier était sorti du pantalon et froissé. Une manche glissait paresseusement de mon épaule, comme si elle avait renoncé à me maintenir. Ma jupe était maladroitement tordue à force de tourner sur la piste de danse improvisée, collant à une cuisse tandis que l'autre était un peu trop exposée. Je transpirais à cause de la chaleur, du vin et des mouvements, et je pouvais à peine rester immobile sans vaciller. Lisa, toujours une bonne amie, me jeta un coup d'œil et fronça les sourcils. « Anna, je t'appelle un taxi, dit-elle doucement, la main déjà tendue vers son téléphone. Mais je lui fis signe de partir avec l'assurance que seul l'alcool pouvait procurer. Je vais bien, ai-je marmonné, esquissant un sourire en coin. Ce n'est qu'à quelques pâtés de maison. Je vais marcher. L'air frais me fera du bien. Grosse erreur. Dès que j'ai mis le pied dehors, la fraîcheur de la nuit m'a frappé au visage. Ce n'était pas rafraîchissant, c'était désorientant. Mes talons claquaient irrégulièrement sur le trottoir tandis que j'avançais en titubant, les lampadaires au-dessus de moi tournant lentement en rond. Tout autour de moi était devenu flou. La lueur des phares, le hurlement lointain des sirènes, la faible odeur d'essence mêlée au parfum qui collait encore à ma peau. J'ai éclaté de rire, un rire creux et résonnant qui m'a mis mal à l'aise. Je ne savais pas si j'étais heureuse ou si j'essayais simplement de ne pas pleurer. J'ai réussi à parcourir la moitié du pâté de maison, puis un autre encore. Je ne me souviens plus comment. J'avais l'esprit embrumé. Mes pas étaient erratiques. Je me suis appuyée contre un lampadaire pour reprendre mon souffle, clignant des yeux à la vue du halo de lumière au-dessus de moi. Mon reflet dans une vitrine obscure m'a fait tressaillir. Mes cheveux étaient un fouillis de nœuds. Mon chemisier à moitié déboutonné collait à ma peau moite, et j'avais l'air perdu. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement, complètement perdu. Puis est venu le bruit bas et menaçant, mais familier, le grondement d'une moto fendant le silence de la ville endormie. J'ai tourné lentement la tête, plissant les yeux tandis qu'une paire de phares tournait au coin de la rue et s'approchait. La moto s'est arrêtée juste devant moi avec un ronronnement sourd, et il était là, Gus, casque enlevé, veste en cuir noir étincelant sous le lampadaire. Ses yeux sombres me scrutèrent, s'écarquillant d'incrédulité et d'inquiétude face à mon état débraillé. Il sauta de sa moto et traversa le trottoir à grandes enjambées précipitées. « Anna, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Sa voix était sèche, perçant le brouillard qui m'envahissait. Je ris, trop étourdi pour être gêné, et marmonné, une fête de bureau, trop marrante. Il me prit le bras,
me stabilisant tandis que je vacillais. Sa poigne était ferme, solide. Je m'appuyais contre lui, reconnaissante de la chaleur et de la force que je n'avais plus. Ma tête s'affaissa légèrement contre son épaule, et l'odeur du cuir et de quelque chose de distinctement masculin m'enveloppa comme une couverture. « Tu ne peux pas être ici comme ça, dit-il d'une voix basse, mais chargée d'inquiétude. « Tu es pratiquement. » Il marqua une pause, la mâchoire serrée. « Tu n'es pas en sécurité. » Je ne pouvais pas répondre. Je n'avais ni la force ni la lucidité. Je le laissais simplement me tenir. Et à cet instant, même dans mon état de confusion, je sus que cette nuit allait prendre une tournure que je n'oublierai jamais. « Je te ramène chez toi, dit-il. » Il n'y avait pas de place pour la discussion, et je ne protestais pas, parce qu'au fond de moi, à travers le vin, le chaos et les regrets, je voulais qu'il le fasse. Je ne me souviens pas beaucoup du voyage. Il m'a fait monter à l'arrière de sa moto, mes bras maladroitement enroulés autour de sa taille, ma joue pressée contre sa veste. Le vent fouettait mes cheveux, et j'avais l'impression de flotter ou de tomber. Nous sommes arrivés à mon appartement, un petit appartement au 3e étage, et il m'a à moitié porté dans l'escalier, car je ne pouvais pas marcher droit. Mes clés m'ont glissé des mains, il les a ramassées et a déverrouillé la porte. À l'intérieur, je me suis effondré sur le canapé, riant sans raison, la tête en arrière. « Anna, tu es une épave, dit Gus en secouant la tête. » Il posa son casque sur la table et me regarda, le visage indéchiffrable. J'étais trop ivre pour remarquer le changement dans son regard, la façon dont sa mâchoire se crispait. Mon chemisier était à peine enfilé, ma jupe relevée, et j'étais affalée là, impuissante, déséquilibrée. Je marmonnai, « Merci, Gus, tu es le meilleur » et fermai les yeux. La pièce tourna. Ce qui se passa ensuite est flou, un cauchemar que j'ai reconstitué plus tard. Je sentis ses mains sur moi, plus seulement pour me stabiliser. Il me souleva, me porta jusqu'à ma chambre, et j'étais trop inconsciente pour protester. Mes vêtements tombèrent, mon chemisier, ma jupe, ses mains s'agitèrent avec un but que je ne comprenais pas dans mon état second. J'étais à peine consciente, l'esprit embrumé, le corps inerte. Il m'utilisa, son toucher brutal et égoïste, profitant de moi d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Mon demi-frère, celui en qui j'avais confiance, a franchi une ligne qui a tout bouleversé. Je ne sais pas combien de temps cela a duré, quelques minutes, peut-être plus, mais une fois terminé, j'ai sombré dans un sommeil lourd et ivre, inconsciente de la tempête qui allait suivre. Je me suis réveillée le lendemain matin, la tête qui tambourinait comme un tambour, la bouche sèche comme du sable. J'étais dans mon lit sous une couverture, mais mes vêtements avaient disparu, éparpillés sur le sol. Mon corps me faisait mal comme il ne le devrait pas, et une sensation de malaise me tordait l'estomac. Je me redressai, serrant la couverture contre moi, le cœur battant à tout rompre tandis que des fragments de la nuit me revenaient, Gus me trouvant, me portant, et puis l'impensable. Je me sentais sale, violée, et une vague de panique m'envahit. Était-ce vraiment arrivé? Mon demi-frère, le type avec qui j'avais grandi, qui avait réparé mon vélo à 16 ans, qui s'asseyait en face de moi au repas de famille. Je titubais jusqu'à la salle de bain, m'aspergeant le visage d'eau froide, me regardant dans le miroir. J'avais les yeux rouges, les cheveux en bataille, et je me sentais comme une étrangère dans ma propre peau. Je m'enveloppais dans un peignoir, les mains tremblantes, et inspectais l'appartement. Gus avait disparu. Aucun mot, aucun signe de lui, juste son odeur persistante, un mélange de cuir et d'essence. Je m'assis sur le canapé, ramenant mes genoux contre ma poitrine, essayant de comprendre. J'étais ivre, complètement dérangée, mais je savais qu'il s'était passé quelque chose d'horrible. La confiance que j'avais en lui avait disparu, remplacée par la peur, la colère et une onde profonde et douloureuse. Les jours suivants furent flous. Je me suis fait porter pâle au travail, incapable de faire face à qui que ce soit. J'ai pris des douches à répétition, essayant de chasser la sensation de ses mains, mais ça ne partait pas. J'ai pleuré jusqu'à en avoir les yeux gonflés, repensant à la nuit, me demandant si j'avais fait quelque chose pour que cela arrive. Était-ce ma faute? J'étais ivre, négligée, à peine vêtue. Avais-je provoqué cela? Les questions me déchiraient, mais au fond, je savais la vérité. Je n'avais pas dit oui. Je n'aurais pas pu.
Je n'avais aucun contrôle, et il me l'a pris. J'évitais tout le monde, ma mère, mes amis, même les textos de Lisa me demandant si j'étais bien rentrée, mais je ne pouvais pas éviter Gus éternellement. Mercredi, 4 jours plus tard, il s'est présenté à ma porte. J'étais en jogging, les cheveux en chignon décoiffés, toujours aussi dévastés. La sonnette a retenti, et mon cœur s'est serré en le voyant par le Judas. Il avait la même apparence, grand, large d'épaules, ses cheveux noirs en bataille à cause du vent. Je ne voulais pas ouvrir, mais j'avais besoin de réponses. Je l'ai ouverte, la voix tremblante. « Que veux-tu, Gus ?» Il s'est déplacé, les mains dans les poches, son regard évitant le mien. « Lana, je voulais juste prendre de tes nouvelles. Tu étais complètement à côté de la plaque l'autre soir. » Sa voix était désinvolte, trop désinvolte, et j'en avais la chair de poule. Prendre de mes nouvelles ? Après ce qu'il a fait. Je m'agrippai à la porte, les jointures blanches. Tu n'aurais pas dû faire ça, murmurai-je, la gorge serrée. Tu sais que je n'étais pas. Je ne pouvais pas. Son visage changea, de culpabilité, peut-être, ou de peur. Lana, je suis désolée. Je me suis laissé prendre. Je n'avais pas les idées claires non plus. Tu étais. Je ne sais pas. C'est arrivé comme ça. C'est arrivé comme ça ? La rage bouillonnait en moi, brûlante et nauséeuse. Tu as profité de moi ? Criai-je, les larmes aux yeux. J'étais ivre, Gus. Je te faisais confiance. Tu t'es servi de moi ? Il recula, les mains levées comme s'il pouvait m'arrêter. Je ne voulais pas te faire de mal, Anna. Je te le jure, je tiens à toi. On est une famille. Famille ? Ce mot me fit l'effet d'une gifle. Je claquai la porte, la poitrine haletante, et me laissai tomber par terre en sanglotant. Il frappa, m'appela, mais je ne répondis pas. Finalement, j'entendis sa moto vrombir au loin, et je me retrouvai seule avec ma douleur. Je ne pouvais pas garder ça pour moi. Il fallait que je le dise à quelqu'un. Mais à qui ? À ma mère ? Elle serait dévastée. Gus était son beau-fils, la fierté de son mari. La police ? Cette pensée me terrifiait, et s'il me blâmait, me demandait pourquoi j'étais ivre, pourquoi je l'avais laissé entrer. Je me sentais piégée, mais je ne pouvais pas supporter ça seule. Vendredi, j'ai appelé ma meilleure amie, Mia. Elle est venue, ses yeux marrons chaleureux et pleins d'inquiétude, tandis que je lui racontais tout, la voix brisée. Elle m'a serré fort dans ses bras, me laissant pleurer, et m'a dit, « Anna, ce n'est pas ta faute. Il n'avait pas le droit. Tu dois faire quelque chose, signale ça. Cherche de l'aide. » Les mots de Mia m'ont revigorée. Je n'étais pas encore prête à affronter la police, mais j'ai trouvé une thérapeute en ligne, le Dr L, une femme bienveillante à la voix douce. Lors de notre première séance, par appel vidéo, je lui ai tout raconté, les mains tremblantes, une tasse de thé à la main. Elle m'a écoutée sans jamais me juger, et m'a dit, « Anna, tu n'étais pas en état de consentir. Ce qui s'est passé était mal, et tu as le droit d'être en colère, blessée, tout ça. On va surmonter ça ensemble. » Pour la première fois, j'ai senti une lueur d'espoir, comme si je n'étais pas brisée au-delà de toute espérance. Les jours se sont transformés en semaines. La thérapie m'a aidé à démêler la honte et la culpabilité, mais la douleur persistait. J'ai commencé à me poser des questions difficiles. Comment faire face à ma famille ? Maman a appelé un jour, joyeuse et désinvolte, me demandant pourquoi j'étais restée si silencieuse. Gus et toi devriez venir dîner bientôt, a-t-elle dit. J'ai failli lâcher le téléphone. J'ai marmonné une excuse et raccroché, le cœur battant la chamade. Je n'étais pas prête à lui dire, mais le secret me rongeait point puis Gus m'a envoyé un texto, « Anna, on peut parler ? Je suis tellement désolée, je me déteste pour ça. » J'ai fixé l'écran, les doigts tremblants. Une partie de moi avait envie de lui crier dessus, de lui faire ressentir ma douleur, mais une autre partie se demandait s'il regrettait vraiment. Je ne répondis pas, mais ces mots me hantaient. Était-il désolé, ou avait-il juste peur que j'en parle à quelqu'un ? J'ai lutté avec ça pendant des jours. Mon esprit se transforma en champ de bataille. Une nuit,
je n'ai pas pu dormir. Je me suis assise sur mon balcon, les lumières de la ville scintillant en contrebas, et j'ai repensé à ma vie d'avant cette nuit-là, mon travail, mes rêves, mon rire si facile. Je voulais retrouver cette Anna. J'ai décidé que je devais affronter la situation, pas seulement pour moi, mais pour empêcher Gus de recommencer. J'ai appelé Mia, et elle m'a aidé à trouver une avocate, une certaine Madame Carter, spécialisée dans les cas comme le mien. Dans son bureau, j'ai raconté mon histoire à nouveau, d'une voix plus forte cette fois. Elle a hoché la tête, le visage sérieux mais bienveillant. Lana, tu as un dossier. Il t'a agressé, et nous pouvons le tenir responsable. Ce ne sera pas facile, mais je suis là. Porteur plainte était terrifiant. Au commissariat, j'étais assise dans une pièce froide, racontant tout à un inspecteur, mon état d'ébriété, comment Gus m'avait trouvé, ce qu'il avait fait. Ils m'ont posé des questions, pris des notes, et je me suis sentie exposée, mais aussi soulagée. Je ne me cachais plus. La police a dit qu'elle allait enquêter, parler à Gus, chercher des preuves. Je ne savais pas ce qui allait se passer, mais j'avais franchi une étape. Quand j'en ai parlé à ma mère, ce fut la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Nous étions assises dans sa cuisine, l'odeur de ces fameuses lasagnes flottant dans l'air, et je l'ai lâché, les larmes aux yeux, « Maman. Gus m'a fait mal. Après une fête, j'étais ivre, et il a abusé de moi. » Son visage s'est décomposé, le choc et la douleur dans les yeux. Elle m'a serré dans ses bras en pleurant. « Oh, Anna, mon bébé, je suis tellement désolée. Je ne savais pas. » Elle était en colère, partagée entre son mari et moi, mais elle a choisi de me croire, de me soutenir. Mon beau-père, le père de Gus, était plus calme, abasourdi, mais il n'a pas défendu son fils. « Et si c'est vrai, Anna, on va s'en occuper, a-t-il dit d'une voix lourde. Gus a été interrogé par la police. Il a admis être là, m'avoir aidé, mais a prétendu que c'était une erreur, un moment de faiblesse. Ses excuses m'étaient indifférentes. Rien ne justifiait cela. La procédure judiciaire était lente et épuisante, mais Madame Carter était mon soutien, me guidant à travers les déclarations, les preuves et les dates d'audience. Certains jours, j'avais envie d'abandonner, mais Mia, ma mère et le docteur elles m'ont soutenue. Les mois ont passé, et j'ai commencé à guérir. J'ai repris le travail, recommencé à créer, trouvant de la joie dans les couleurs et les formes. J'ai rejoint un groupe de soutien où d'autres femmes partageaient leurs histoires, et je me suis sentie moins seule. Un soir, en rentrant du groupe, le coucher de soleil teignant le ciel d'orange et de rose, j'ai réalisé que je souriais à nouveau. La douleur n'avait pas disparu, mais elle ne me définissait pas. L'affaire a été portée devant le tribunal au printemps 2025. Je me suis retrouvée à la barre des témoins, le cœur battant, et j'ai dit ma vérité. Gus était assis là, la tête baissée, son avocat soutenant qu'il avait fait un mauvais choix, mais qu'il n'était pas un monstre. Le jury a vu clair. Il a été reconnu coupable, condamné à la prison, et j'ai senti un poids se lever. Il ne s'agissait pas seulement de punition, mais de justice, de reprendre mon pouvoir. La vie continuait, mais pas en ligne droite. Elle arrivait par vagues, certaines douces, d'autres fracassantes, mais je continuais d'avancer. J'ai repeint mon appartement, badigeonnant les murs gris d'un jaune vif et éclatant. Ce n'était pas seulement une couleur, c'était une déclaration. Une déclaration selon laquelle, même après tout, je croyais encore à l'espoir, à la chaleur, au nouveau départ. À chaque coup de rouleau, je reprenais possession d'un espace autrefois habité par les ombres du chagrin. J'ai commencé à courir au petit matin, la ville encore à moitié endormie, les rues humides de rosée. À chaque foulée, je sentais la douleur se relâcher. Le vent frais murmurait dans mes cheveux, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti l'air remplir non seulement mes poumons, mais aussi mon esprit. Mon corps se souvenait de la force, mon cœur se souvenait du rythme. Ma mère et moi, autrefois séparés par le silence et les malentendus, nous nous sommes retrouvés. Nous avons davantage parlé. Nous avons ri parfois à travers les larmes. Les dîners de famille étaient différents. L'absence de Gus laissait un vide, mais nous avons arrêté de faire semblant. Nous apprenions à exister dans la vérité, même si cela signifiait rester assis dans l'inconfort. Un après-midi inattendu, je suis allée prendre un café.
Rien de spécial, juste un café tranquille, parfumé à la cannelle et au grain torréfié, et un collègue au regard bienveillant qui m'a demandé comment j'allais. Non pas par politesse, mais par curiosité sincère. J'ai souri. J'ai ri pour la première fois depuis une éternité. Cela ne signifiait pas que tout était réglé, mais que quelque chose avait changé. Je n'oublierai jamais cette nuit-là. La trahison, la douleur aiguë, lancinante, elle vit en moi, non plus comme une blessure, mais comme une cicatrice qui me rappelle que j'ai survécu. Je me voyais autrefois comme une version brisée de la femme que j'étais autrefois, mais maintenant je me vois clairement. Je ne suis pas seulement une victime de ces mensonges. Je suis Anna. Je suis la fille qui a affronté le feu et la traversée, pieds nus et le cœur ouvert. Je suis la femme qui a refusé de laisser l'amertume s'installer en elle. Une rêveuse, une battante, une œuvre en cours, et fière de l'être. Gus m'a pris quelque chose de sacré, mais il ne m'a pas pris mon avenir. Il ne m'a pas pris ma volonté de reconstruire, d'aimer à nouveau, de vivre avec un but. Et alors que je suis assise ici, un an plus tard, à écrire ces mots avec le doux bourdonnement de la ville devant ma fenêtre et une tasse de thé qui refroidit à côté de moi, je réalise que j'ai réussi. Je ne suis plus la même Anna qu'avant. Je suis plus forte, plus douce par certains côtés, mais plus sage aussi. L'impensable s'est produit, mais je suis toujours là. Et pour la première fois depuis longtemps, je crois que je vais aller mieux. Je vais m'épanouir.